Alors, dans notre deuxième vidéo sur le frottement, on va parler des deux types de frottement et puis de la résistance de l'air. Alors, on commence par le frottement statique. On dit que le frottement statique apparaît lorsque les surfaces ne glissent pas l'une par rapport à l'autre, malgré une force exercée latéralement. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette force-là, la force de friction statique, elle n'apparaît pas tant qu'on ne pousse pas sur l'objet. La force de friction statique augmente avec la poussée jusqu'à ce que les surfaces glissent l'une contre l'autre. Cette force s'oppose, bien sûr, à la poussée. Ici, on a un personnage qui veut pousser une caisse. La force de friction sera en rouge, la force de mon personnage sera en orange, la couleur du bonhomme, l'orange-brun. Donc ici, tant que le personnage ne pousse pas la caisse, il n'y a aucune force de friction. Ici, plus je pousse la caisse, plus la force de friction augmente. C'est ce qu'on appelle la friction statique, puisque la caisse ne glisse pas sur le plancher. La force de friction statique ici joue le rôle de force équilibrante. Comme tu l'as peut-être vu dans la dernière vidéo, le frottement statique, ça vient du fait que les deux surfaces peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre à cause de leurs irrégularités. Il peut même arriver qu'au point de friction, là, il va se former des liaisons chimiques ou électrostatiques, ce qui viendrait bien sûr augmenter le frottement statique. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, on peut lubrifier les pièces, ce qui fait que ça va les éloigner, donc ça va éviter qu'elles s'imbriquent l'une dans l'autre, ou même, ça peut même éviter les liaisons chimiques ou électrostatiques. Alors, on a une formule pour calculer la friction statique maximale. Je dis maximale puisque le frottement statique dépend surtout de la poussée latérale, sauf qu'il y a comme bien sûr un maximum. Donc, on dit que la force de friction statique maximale, c'est égal à mu S, donc le coefficient de frottement statique, fois N, c'est-à-dire la normale. Le coefficient de friction, tu vois, là, c'est une valeur sans unité, puisque la friction, elle, est en newton, puis que la normale est aussi en newton. Le coefficient de friction, en fait, là, ça, il n'y a pas de valeur théorique, tu ne trouveras pas ça dans des livres, puisque ce coefficient de friction-là est propre à chaque couple de matériaux, puisque deux mêmes matériaux pourraient avoir une rugosité différente, donc des coefficients de friction statique différents. Alors, il faut absolument tester à chaque fois en laboratoire le coefficient entre deux pièces. Alors, pour le frottement cinétique, lui, tu t'en doutes, c'est le contraire. Le frottement cinétique se produit lorsque les surfaces glissent l'une contre l'autre. Tout comme le frottement statique, cette force agit toujours dans le sens contraire du mouvement. En général, le frottement statique maximal est plus grand que le frottement cinétique. Le frottement cinétique, là, il est généralement plus petit puisque, par exemple, lorsque les pièces glissent les unes sur les autres, les rugosités n'ont pas le temps de s'imbriquer les unes dans les autres. Puis en fait, on n'a pas le temps non plus de créer des liaisons là, chimiques ou électrostatiques. Ça explique que quand tu déplaces un objet qui est très lourd, tu commences à pousser, fait que là, il y a une friction statique qui s'installe. Puis là, l'objet reste immobile tant que tu ne fournis pas une force aussi grande que le frottement statique maximal. Une fois qu'on a atteint la friction statique maximale, on dit que l'objet décroche. Donc, l'objet se met à glisser. On tombe donc en friction cinétique. Comme la friction cinétique est plus petite que la friction statique, puis là, on forçait, nous, avec une force égale à la friction statique, on n'est plus à l'équilibre. Ce qui veut donc dire qu'il y a une force résultante et donc une accélération. Ça explique là, pourquoi quand on pousse un objet assez lourd, on donne une poussée jusqu'à temps que ça se mette à bouger. Puis là, quand ça se met à bouger, ça donne comme un coup, une grosse accélération. Là, normalement, on se met à pousser un peu moins fort puis pour avoir une vitesse qui a plus de sens. Je vais te montrer un exemple là, avec une animation. Alors, tu te rappelles de mon bonhomme de tantôt, plus il poussait, plus la force de friction statique augmentait. Donc, tu vois, il pousse de plus en plus fort. Et puis là, tu vas voir à 126, l'objet décroche. À 126 newtons, c'est donc la force de friction maximale. Alors là, je l'ai mis sur pause. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est que tu vois, la force de friction est maintenant rendue à 94 newtons. On est en friction cinétique. Tu vois qu'il y a donc une résultante de 32 newtons vers la droite. Notre bloc accélère, tu vas voir la vitesse augmenter. À partir de là, j'aurais fait comme on aurait tous fait dans la vraie vie. J'ai diminué la force de poussée. Donc, tu vois ici, je la réduis, jusqu'à temps que je revienne à l'équilibre. Si je suis à l'équilibre, la somme des forces est nulle et on tombe donc en mouvement rectiligne uniforme. Regarde, tu vois ici, la vitesse reste constante, j'ai plus d'accélération. Et si j'arrête de pousser, la friction statique va faire décélérer en fait mon bloc jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. Il va tomber en friction statique. Comme on ne pousse plus, il n'y a plus de friction statique, donc il se passe comme plus rien. J'ai ici un graphique qui illustre la situation qu'on vient de voir. Donc, on a un graphique de la force de frottement
en fonction de la force de poussée. Donc, plus on poussait, plus la force de friction statique augmentait jusqu'à temps qu'on arrive à la friction statique maximale qui était de 126 newtons. Ensuite, on décrochait jusqu'à ce qu'on arrive à la force de friction cinétique qui était de 94 newtons. Là, tant qu'on glissait, la force de friction statique était de 94 newtons, peu importe la vitesse. Vous voyez là, la petite chute au milieu, c'est ce qu'on appelle le glissement adhérent. En fait, ça, c'est lorsqu'on est comme un peu entre les deux, là, entre la friction statique et la friction cinétique. À ce moment-là, souvent, les objets tombent en vibration, puis on va souvent entendre du bruit. Donc, c'est ce qui explique, par exemple, là, la musique là, qui est créée, la note qui est créée par un archet de violon. Donc, on est comme... Dans le fond, l'archet de violon, c'est fait avec du crin de cheval, là. Puis... le crin essaie comme d'adhérer à la corde du violon en friction statique, mais comme on glisse aussi en même temps, on est comme en friction cinétique, ce qui fait vibrer la corde, ce qui produit une note. On peut voir exactement aussi, on peut entendre la même chose là, avec des pneus de voiture. Normalement, les pneus sont en friction statique parce qu'ils ne glissent pas sur l'asphalte, mais si on part trop vite, les pneus vont glisser, donc on va être en cinétique, mais les pneus sont faits pour être en statique, donc ils cherchent à mordre dans l'asphalte. On est comme un peu entre les deux, entre le statique et le cinétique, on est dans le glissement adhérent, donc c'est là qu'on va entendre les pneus crisser. Pour terminer avec le frottement cinétique, on voit qu'on a exactement la même formule que le frottement statique, c'est juste qu'on a remplacé le petit S par un K, hein? K pour kinétique, cinétique. Alors, le frottement cinétique est égal au coefficient de frottement cinétique, encore une fois une valeur sans unité, fois la normale. On avait dit que le frottement cinétique était souvent plus petit que le frottement statique. Pour un même objet, on peut présumer que la normale va avoir la même grandeur. Donc, c'est parce que le coefficient de frottement cinétique est plus petit que le coefficient de friction statique que le frottement cinétique est souvent plus petit. Et enfin, la résistance de l'air. On dit lorsqu'un objet se déplace dans l'air, il doit déplacer le gaz de chaque côté pour pouvoir passer. Puis c'est ça qui va aller créer la résistance. C'est la même affaire là, dans l'eau. Par exemple, tu as sûrement déjà essayé de faire un tourbillon dans l'eau. Comme il y a beaucoup plus de particules à tasser dans l'eau que dans l'air, tu as sûrement remarqué que la friction dans l'eau était beaucoup plus grande. Hein? C'est plus difficile de marcher dans l'eau que de marcher dans l'air. On dit c'est la résistance de l'air qui freine la plume lorsque celle-ci tombe. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on a tendance à penser que les objets plus lourds tombent systématiquement plus rapidement, alors que tout ça dépend de la résistance de l'air. On va voir aussi là, que la résistance de l'air augmente rapidement avec la vitesse. C'est normal. Plus on va vite, plus on a de particules d'air à tasser. C'est ce qui explique qu'en chute libre, la résistance de l'air augmente rapidement puisque l'accélération est grande, 9,8 mètres secondes au carré, donc la vitesse augmente rapidement. Lorsque la vitesse de l'air devient aussi grande que le poids, la somme des forces devient nulle, puis donc ça veut dire que la vitesse devient constante. On dit donc que les objets ont atteint leur vitesse limite. On va faire un exemple ici là, avec la plume puis le marteau. Donc je vais illustrer la vitesse par une flèche verte. Ici, la plume a une petite masse, donc un petit poids, une petite force gravitationnelle. Le marteau, lui, ayant une plus grande masse, a une plus grande force gravitationnelle. Si je laisse tomber mes deux objets, ce qui va se produire, c'est que l'accélération va être de 9,8 mètres secondes au carré. Donc, la vitesse va augmenter de plus en plus. Et lorsque la vitesse augmente, on sait que la résistance augmente aussi. La résistance va augmenter tranquillement, puis là, ce qui va à un moment donné arriver, la résistance de l'air va être aussi grande que le poids. À ce moment-là, la somme des forces va être nulle, et puis ce qu'on va observer, c'est que la vitesse va donc devenir constante, puisqu'il n'y aura plus d'accélération. Comme le marteau a eu plus de temps pour accélérer, pour modifier sa vitesse limite est plus grande, il tombe donc plus rapidement. Enfin, là, ce qui distingue la résistance de l'air des deux autres types de frottement, c'est que contrairement aux deux autres, la forme de l'objet ici influence la grandeur de la résistance de l'air. Par exemple, si on prend une boule de papier, puis qu'on la laisse tomber à côté d'une feuille de papier, on voit que la boule de papier tombe plus rapidement. Pourtant, les deux ont la même masse. Seulement ici, la feuille de papier offre une plus grande résistance à l'air, doit déplacer plus de molécules d'air, ce qui fait qu'elle tombe moins rapidement. C'est la même chose là, en parachute. Là. Si on saute à la verticale, on va atteindre une vitesse limite beaucoup plus grande que si on fait un saut là, conventionnel là, couché sur le ventre. Alors, c'est tout pour le frottement.